La veille de notre mariage. J'ai surpris ma fiancée en train de murmurer à sa sœur, après tout ce qui s'est passé. Ces mots, prononcés d'une voix brisée comme un verre sous le talon d'un amant infidèle, ont fait voler en éclats l'édifice de 5 ans de promesses. J'ai sorti le revolver de mon père du tiroir, chargé une balle unique. Et j'ai visé non pas son cœur, mais celui de notre futur, un coup de feu silencieux dans l'obscurité de mon esprit, qui m'a transformé en architecte d'une vengeance plus impitoyable que la mort. Ce n'était pas de la rage aveugle. Non, c'était une lame forgée dans la forge de la trahison, aiguisée par des nuits à recompter les mensonges comme des perles d'un rosaire brisé. J'ai décidé de l'épouser quand même. Non pour l'amour, mais pour la enterrer vivante dans le tombeau de ses propres illusions, la forçant à avaler le poison qu'elle avait distillé goutte à goutte dans nos vies. Et ce matin-là, sous le ciel clair de Paris qui moquait ma douleur, j'ai souri à son reflet dans le miroir, sachant que les vœux que nous prononcerions seraient les chaînes qui la lieraient à son enfer personnel. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs piétinés, s'était muée en complice de ma folie. Nous habitions un appartement haussmannien rue de Rivoli, avec ses parquets qui craquent comme des os sous la pression et ses fenêtres donnant sur les Tuileries, où les amants se baisent en cachette sous les marronniers en fleurs. Élise, ma fiancée, était l'incarnation de ce paradoxe français, une beauté classique, aux cheveux châtains cascadant comme la Seine en crue, aux yeux verts qui promettaient des jardins secrets mais cachaient des marécages. Elle travaillait comme galeriste dans le Marais, entourée d'œuvres d'art qui feignaient l'immortalité, tout comme elle feignait l'amour. Tout avait commencé 5 ans plus tôt, lors d'une vernissage pluvieux à la galerie où je l'avais rencontrée. J'étais alors un modeste architecte, luttant pour imposer mes plans modernistes dans une ville figée dans son passé glorieux. Elle, avec sa robe noire moulante et son rire qui fusait comme un trait de lumière dans l'orage, m'avait accroché au mur comme l'une de ses toiles. Tu construis des rêves. Moi je les expose, avait-elle dit en effleurant ma main. Et j'avais cru que c'était le début d'une symphonie. Nous avions fait l'amour cette nuit-là dans son atelier, au milieu de toiles éclaboussées de peinture, nos corps se mêlant comme des couleurs primaires en fusion. Paris nous avait bénis de ses lumières tamisées, de ces bistrots enfumés où nous partagions des confits d'oie et des confessions tardives. Mais les fissures étaient là, dès le début. Si je l'avais regardé avec les yeux d'un homme qui sait que l'amour est une cathédrale bâtie sur du sable. Élise avait une sœur, Camille. Plus jeune, plus sauvage, avec des tatouages discrets sous les manches et un regard qui défiait le monde comme une lame de couteau. Elles étaient inséparables, ces deux-là, unis par un lien viscéral forgé dans l'enfance. Quand leur père, un banquier ruiné par une affaire de détournement, s'était suicidé dans la salle de bain familiale à Lyon. Il nous a laissés pourris de l'intérieur, m'avait confié Élise un soir, un verre de chardonnay à la main, les yeux voilés par des larmes qu'elle essuyait d'un geste théâtral. J'avais cru à sa vulnérabilité, à cette fragilité qui la rendait si humaine, si française dans son élégance blessée. Pourtant, au fil des mois, les absences d'Élise se multipliaient comme des ombres dans les couloirs du Louvre. Des soirées-galeries qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Des voyages professionnels à Cannes ou à Venise qu'elle rentrait les yeux cernés. Le parfum d'un autre homme collé à sa peau comme une seconde épiderme. Je l'interrogeais doucement. Avec cette tenue masculine que Paris inculque comme un poison lent, tout va bien. Ma chérie ? Et elle répondait d'un baiser, d'une caresse qui effaçait mes doutes comme de la craie sous la pluie. J'étais l'idiot complaisant, le Français typique qui préfère ignorer les tempêtes pour savourer le calme trompeur du présent. La demande en mariage avait été un chef-d'œuvre d'illusion. Sur la Seine, un soir d'été où les touristes flânaient comme des fantômes joyeux,
Je m'étais agenouillé sur le pont des Arts. Un anneau en or blanc sertissant un diamant qui avait coûté une année de mes économies. Élise. Veux-tu être le pilier de ma cathédrale? Avais-je demandé. La voix tremblante d'une émotion que je croyais pure. Elle avait pleuré. Oui. Des larmes qui cascadaient comme des perles sur ses joues. Et avait dit oui avec une ferveur qui m'avait fait croire à l'éternité. Les mois suivants. Les préparatifs du mariage à la robe chez Dior. Le banquet au Fouquet's. Les invitations gravées sur papier verger avaient tissé un cocon autour de nous, étouffant les murmures de mon intuition. Et puis, cette veille fatidique. Nous étions chez nous. Les cartons d'invités entassés comme des tombes prêtes à être scellées. Élise avait convié Camille pour un dernier essayage. Soi-disant pour ajuster la traîne de la robe. Je m'étais éclipsé dans la chambre pour relire mes vœux. Ces mots que j'avais ciselés comme un architecte sculpte une façade, promesse d'amour inconditionnel. De fidélité forgée dans le feu des épreuves. Mais au lieu du silence complice, j'avais entendu des voix filtrer à travers la porte entr'ouverte de la cuisine. Après tout ce qui s'est passé, la voix d'Élise. Basse. Chargée d'un poids que je n'avais jamais perçu. J'avais figé. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume d'une forge infernale. Camille avait répondu dans un souffle, « Tu ne peux pas l'épouser. » Élise. Pas après ça. Il mérite de savoir pour lui. Un silence. Puis un sanglot étouffé. Je sais. Mais c'est trop tard. J'ai besoin de cette stabilité. Marc est prévisible. Il m'aime aveuglément. Et puis. L'enfant. Mon sang s'était glacé dans mes veines. Un hiver sibérien envahissant mon corps. J'avais poussé la porte d'un geste lent. Calculé. Et elle s'était tournée vers moi. Élise pâle comme un linceul. Camille les yeux écarquillés de panique. Explique-moi. Élise. Explique-moi tout de suite. Ma voix n'était pas un cri, c'était un murmure de velours sur une lame. Elle avait balbutié. Les mots se bousculant comme des rats fuyant un navire en feu. L'amant, un collectionneur d'art richissime. Un certain Laurent Duval. Qu'elle avait rencontré lors d'une exposition à Monaco 2 ans plus tôt. Une liaison passionnée. Des nuits volées dans des suites d'hôtels surplombant la Méditerranée. Des promesses chuchotées dans l'oreille pendant que je dessinais des plans à Paris. Et l'enfant, une fausse couche. Un secret enterré sous des couches de mensonges. Mais qui avait laissé des cicatrices invisibles. Des doutes qui rongeaient notre couple comme de l'acide. Camille avait fui la pièce. Prétextant un appel urgent. Nous laissant seuls dans cette cuisine qui puait soudain le café froid et la trahison. Élise s'était jetée à mes pieds. Implorante, Marc. Pardonne-moi. C'était une erreur. Une faiblesse. Je t'aime. Toi. Ces larmes étaient vraies. Je le sentais. Mais l'amour? Non. C'était de la peur. La terreur viscérale de perdre le filet de sécurité que j'incarnais. J'avais tendu la main pour la relever. Un sourire froid aux lèvres, bien sûr. Ma chérie. Oublions ça. Demain. Nous serons mari et femme. Mais intérieurement, une machine s'était enclenchée. Un rouage de vengeance précis comme un blueprint architectural. Cette nuit-là. Seul dans le salon pendant qu'elle dormait sous sédatif. J'avais fouillé son téléphone. Les messages avec Laurent, des « je t'aime » datés d'il y a 6 mois. Des photos intimes qui me brûlaient les yeux comme de l'acide. Il vivait à Neuilly. Dans une villa art déco achetée avec l'héritage de son père. Un magnate de l'immobilier.
Élise et lui s'étaient revus sporadiquement. Des rendez-vous discrets dans des motels anonymes de la banlieue. L'enfant? Une grossesse qu'elle avait avortée en secret. Par peur du scandale. Par égoïsme pur. Chaque découverte était une brique dans le mur de ma haine. Un plan se dessinant dans mon esprit, non pas un meurtre brutal. Vulgaire. Mais une démolition méthodique. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve nue devant le vide qu'elle avait creusé. Le lendemain matin. Paris s'éveillait sous un soleil triomphant. Moqueur. Les cloches de Notre-Dame sonnaient au loin. Un appel à la sainteté que je profanais en enfilant mon smoking. Élise. Radieuse dans sa robe ivoire. M'avait embrassé, prêt pour l'éternité? J'avais ri. Un son clair qui masquait le grondement souterrain de ma tempête. La cérémonie avait lieu à Saint-Sulpice. Cette église massive aux piliers qui semblait porter le poids des péchés parisiens. Les invités affluaient, mes parents. Fiers et traditionnalistes. Ses collègues de la galerie. Des amis communs qui ignoraient tout. Laurent n'était pas là. Bien sûr, il avait été éconduit. Mais je savais qu'il rôdait encore dans les ombres de son cœur. Les vœux avaient été prononcés avec une solennité feinte. Je te prends pour épouse. Dans la joie et la peine, mes mots glissaient comme du miel empoisonné. Elle avait répondu. Les yeux brillants, oui. Pour toujours. Les alliances échangées. Le baiser scellé sous les applaudissements. Et Paris. Dehors. Continuait son ballet indifférent, les vendeurs de marrons chauds. Les couples enlacés sur les bancs. La vie qui feint l'innocence. Mais moi. Je voyais clair, c'était le début de la fin. Le piège qui se refermait. La lune de miel était prévue à la Côte d'Azur. Mais j'avais déjà altéré les plans. Au lieu de l'hôtel somptueux de Nice que j'avais réservé. J'avais booké une petite auberge isolée près d'Aise. Un nid d'aigle perché sur les falaises où le vent hurle comme un damné. Là. Loin des regards. Je commencerai la première phase, la confrontation intime. Pas avec des cris. Mais avec des mots qui lacéreraient l'âme. Raconte-moi tout. Élise. Chaque détail. Elle avait blêmi. Mais avait obéi. Les vagues de la Méditerranée en fond sonore. Un requiem pour notre amour mort-né. Elle parla pendant des heures. Les lèvres tremblantes, les premières caresses de Laurent dans une alcôve de la galerie. Le goût salé de la trahison sur sa peau. Les nuits où elle rentrait vers moi en se lavant frénétiquement sous la douche pour effacer les traces. L'avortement. Pratiqué dans une clinique discrète de Marseille. Une procédure froide. Mécanique. Suivie d'une culpabilité qu'elle noyait dans le vin et les expositions. J'avais peur. Marc. Peur de tout perdre. Peur. Oui, mais pas d'amour pour moi. J'écoutais. Impassible. Notant chaque faille comme un ingénieur inspecte une structure fissurée. De retour à Paris. La vengeance s'étoffait. J'avais contacté un détective privé. Un ancien flic limogé pour corruption. Qui fouilla le passé de Laurent. L'homme était un serpent, marié. 2 enfants. Une fortune bâtie sur des spéculations immobilières borderline. Des liaisons multiples. Des dettes cachées. Parfait. J'achetai un burner phone. Anonyme. Et envoyai à sa femme une série de photos, celles que j'avais volées du portable d'Élise. Pas de chantage, juste la vérité. Nu et cru. Pour que le chaos s'installe chez lui. Laurent appela Élise en panique, c'est lui. N'est-ce pas? Ton mari sait. Elle pleura au téléphone. Mais je feignis l'ignorance.
la serrant dans mes bras comme un bourreau console sa victime. Les semaines suivantes furent un balai de normalité apparente. Nous dînions au train bleu. Riaient aux terrasses de Montmartre. Faisions l'amour avec une intensité nouvelle, la mienne calculée. La sienne désespérée. Mais intérieurement, je creusais le tunnel. Élise avait repris contact avec Camille. Des appels nocturnes où elle se confiait. Cherchant absolution. J'écoutais en cachette. Apprenant que Camille, elle aussi, avait un secret, une addiction aux opiacés. Financée par des prêts que leur sœur aînée avait contractés en mon nom. Falsifiant ma signature sur des chèques. Une autre brique, l'argent disparu. Les factures impayées que j'avais attribuées à mes propres erreurs. La phase 2, l'isolement. Je convainquis Élise de quitter la galerie, pour nous concentrer sur notre couple. Ma chérie. Elle accepta. Naïve. Se retrouvant cloîtrée dans l'appartement. Ses amis étiquetés comme « toxiques ». Laurent. De son côté. Divorçait dans le bruit et la fureur. Sa femme le dépouillant de la moitié de sa fortune. Il tenta de la harceler. Des messages rageurs que je interceptais. Les renvoyant amplifiés avec des preuves de ses autres aventures. Tu n'es qu'un fantôme dans ma vie maintenant. Lui écrivis-je sous le nom d'Élise. Et il s'effondra. Alcoolique. Ruiné. Mon propre effondrement était plus subtil. Une érosion psychologique que je maîtrisais à peine. Les nuits. Je revivais les scènes, son corps sous celui de Laurent. L'enfant fantôme qui n'avait jamais crié. La rage me réveillait en sueur. Mais je la canalisais en plan, un blog anonyme où je déversais les détails. Voilés mais reconnaissables. Attirant les ragots du milieu artistique parisien. Élise sentait le filet se resserrer, elle maigrissait. Ses yeux s'enfonçaient dans des orbites sombres. Qu'est-ce qui ne va pas? Marc? Demandait-elle. Et je répondais, rien. Mon amour. Juste la vie qui nous teste. Camille fut la clé du verrou. Je l'invitai seul à dîner. Prétextant une réconciliation. Dans un brasserie de Bastille. Sous les néons blafards. Je la confrontai, tu savais tout. N'est-ce pas? Les prêts. L'amant? L'avortement. Tu as laissé ta sœur me détruire. Elle craqua. Avouant les dettes. Les manipulations. En échange de mon silence, elle accepta d'être mon pion, des messages à Élise semant le doute sur ma fidélité imaginaire. Des preuves fabriquées pour la pousser au bord du gouffre. Le climax arriva un soir d'automne. Quand les feuilles rougissaient comme des plaies ouvertes sur les boulevards. Élise. Brisée. Me confronta enfin, c'est toi. Tout ça les photos. Les rumeurs. Laurent qui s'effondre. Tu me punis. Je ris. Un son libérateur. Et pour la première fois, je laissai tomber le masque. Oui. Élise. Depuis cette nuit. Avant les serments. Je t'ai épousé pour te voir ramper dans la boue que tu as creusée. Elle hurla. Me frappa. Mais ses coups étaient faibles. Comme ceux d'un oiseau aux ailes brisées. Ce qui suivit fut une descente aux enfers méthodiques. Je la forçai à rembourser les dettes en vendant ses bijoux. Ses toiles. La réduisant à une ombre de la femme radieuse qu'elle avait été. Camille. Rongée par la culpabilité. Entra en cure de désintoxication à un cadeau empoisonné que je finançais. Pour qu'elle disparaisse de nos vies. Laurent. Lui. Se suicida dans sa villa vide. Un coup de fusil dans la bouche.
Laissant un mot, la trahison est un miroir qui reflète nos propres monstres. Élise le lut. Et quelque chose en elle se brisa définitivement. Des mois plus tard. Divorcée. Ruinée. Elle frappa à ma porte. Paris pleuvait. Un déluge biblique qui lavait les rues mais pas les âmes. Pardonne-moi. Marc. Laisse-moi revenir. Je la regardais. Cette épave aux cheveux ternes. Aux yeux vides. Non. Élise. Tu as eu ta vengeance contre toi-même. Maintenant. Vis avec. Je refermai la porte. Et pour la première fois depuis cette veille maudite, je respirai librement. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse ne libère pas. Elle laisse des cicatrices. Des nuits où je revois son visage. Où je me demande si j'étais le mari trompé ou le monstre que j'ai forgé. Paris continue. Indifférente. Ses lumières dansant sur la scène comme des promesses non tenues. Et moi, architecte de ruines. Je reconstruis. Pierre par pierre. Un cœur blindé contre l'amour, cette illusion française qui nous élève pour mieux nous précipiter. Les jours qui suivirent la confrontation furent un labyrinthe de silence pesant. Où chaque regard échangé était une mine prête à exploser. Élise errait dans l'appartement comme un fantôme. Ses pas feutrés sur le parquet usé résonnant comme des accusations muettes. Je l'observais depuis mon bureau improvisé. Entouré de plans d'un nouveau projet, une tour de verre et d'acier dans le 13e arrondissement. Symbole phallique de résilience face au passé croulant. Ironie du sort, je bâtissais des structures éternelles pendant que notre union se désagrégeait comme un vieux plâtre sous la pluie acide parisienne. Elle tenta d'abord la séduction. Cette arme fatale des femmes françaises qui savent que le corps est un langage plus éloquent que les mots. Une nuit. Après un dîner morne arrosé de Bordeaux de Bergerac. Elle s'approcha de moi dans la pénombre du salon. Sa chemise de nuit en soie glissant sur sa peau comme une invitation au pardon. Marc. Fais-moi l'amour. Efface tout ça avec ton corps. Ses mains tremblaient sur mes épaules. Ses lèvres cherchaient les miennes avec une urgence désespérée. Je la laissai faire, la guidant vers la chambre avec une tendresse calculée. Nos corps s'entremêlant dans une danse familière. Mais tandis qu'elle gémissait sous moi, je voyais Laurent, son visage superposé au sien. Ses mains imaginaires sur sa taille. Mon plaisir était absent. Remplacé par une froide satisfaction, celle de l'utiliser comme un outil dans ma machine vengeresse. Le lendemain, elle vomit dans la salle de bain. Un mélange de vin et de remords. Je ne peux plus. Marc. C'est trop. Je la tins par les cheveux. La forçant à me regarder dans le miroir fêlé. Trop? Tu parles de trop après m'avoir volé 2 ans de ma vie? Après avoir tué notre enfant dans ton ventre sans un mot? Elle sanglota. Et pour la première fois, je vis la peur brute dans ses yeux, pas celle de perdre un mari, mais celle d'être vue. Nue. Dans sa laideur morale. C'était le début de l'érosion psychologique. Ce lent grignotage de l'ego qui transforme une déesse en mendiante. Je repris mon travail avec une ferveur nouvelle. Plongeant dans les réunions au siège de l'agence d'architecture près de la Bastille. Mes collègues. Ces intellectuels barbichus qui débattaient de Le Corbusier autour de croissants trop beurrés. Remarquez mon changement, Marc. Tu as l'air inspiré. Inspiré? Oui. Par la haine. Cette muse impitoyable qui aiguise l'esprit comme un scalpel. Le projet de la tour avançait. Et j'y infusais ma rage, des lignes épurées. Impitoyable. Un squelette d'acier qui défiait les cieux gris de Paris. Mais chaque soir, rentrant vers l'appartement qui puait le désespoir, je me rappelais pourquoi,
pour la forcer à contempler ma réussite pendant qu'elle sombrait. Camille réapparut comme une complication imprévue. Après sa cure, elle débarqua un après-midi. Les traits tirés. Un bouquet de lys fané à la main, ces fleurs funèbres qui sentent la mort sucrée. Je veux aider. Marc. Pour Élise. Pour nous toutes. Nous parlâmes des heures. Dans la cuisine où tout avait commencé. Autour d'un thé trop infusé. Elle avoua tout, les prêts falsifiés pour ses doses. Les encouragements muets à la liaison d'Élise. Par jalousie viscérale envers la sœur, parfaite. Tu es un homme bon. Marc. Ne te perds pas dans ça. Bon. J'éclatai de rire. Un son rauque qui la fit reculer. La bonté est pour les faibles. Camille. Et toi? Tu vas m'aider à la briser complètement. Mon plan pour elle était simple, la transformer en miroir déformant. Je lui donnai un rôle ou des visites régulières. Des confidences empoisonnées qui mineront Élise de l'intérieur. Dis-lui que je te soupçonne d'adultère. Camille. Fais-la douter de tout. Elle hésita. Mais la culpabilité l'emporta, elle accepta. Ses yeux brillants de larmes qui ne lavaient rien. La première fois. Élise explosa, tu dors avec ma sœur? Après tout? Je niai avec un calme olympien. La laissant mariner dans son poison. Les disputes devinrent rituelles. Des joutes verbales où elle crachait ses regrets et je parais avec des faits froids, tu as couché avec lui pendant que je payais tes factures. Qui est le traître ici? Laurent. De l'autre côté de la ville. Était un fantôme en décomposition. J'appris sa mort par un article du Figaro. Relégué en bas de page, collectionneur d'art se suicide après scandale conjugal. Sa femme avait vendu la villa. Empochant les derniers euros. Et ses enfants? 2 ados aux visages anguleux sur les photos. Hérités d'un nom souillé. Élise le sut par moi. Bien sûr, je lui tendis le journal comme un menu au restaurant. Ton amant est mort. À cause de toi. De nous. Elle s'effondra sur le sol. Un hurlement primal s'échappant de sa gorge. Un son qui traversa les murs haussmanniens pour hanter les voisins indifférents. Je la laissai là. Pleurant sur le carrelage froid. Et sortis fumer une cigarette sur le balcon. Le vent de la Seine portant l'odeur de la pluie imminente. Cette nuit-là. Elle tenta de se taillader les veines avec un éclat de verre d'un vase brisé, un geste théâtral. Typiquement parisien dans sa mélancolie romantique. Je l'arrêtai. La pansant avec une efficacité clinique. Puis l'emmenai à l'hôpital Sainte-Anne. Ce bastion de la folie française où les âmes perdues déambulent comme dans un asile de Sade. Les médecins parlèrent de dépression réactionnelle. Prescrivirent des antidépresseurs qui la zombifiaient. À la maison. Elle errait. Apathique. Un spectre en peignoir qui me servait le café sans un mot. Ma vengeance atteignait son apogée, non la mort physique. Mais l'anéantissement de l'âme. Cette réduction à l'état de coquille vide. Pourtant. Dans les recoins sombres de mon esprit. Des fissures apparaissaient. Mes parents. Lors d'un déjeuner dominical à Neuilly. Me questionnèrent, fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'un homme qui a vu le diable. Mon père. Cet ingénieur à la retraite aux mains calleuses. Posa sa fourchette, l'amour n'est pas une guerre. Marc. Mais il se trompait, en France. L'amour est toujours une guerre. Subtile. Empoisonnée de jalousie et de non-dit. Comme ces duels à l'épée du XIXe siècle masqués en conversation polie. Je consultai un thérapeute. Un juif ashkénaze du 11e arrondissement aux lunettes rondes et à l'accent yiddish.
qui disséquait mes motivations avec une précision chirurgicale. Vous vengez votre humiliation? Monsieur Lefebvre. Mais qui haïssez-vous vraiment? Elle? Ou la part de vous qui l'a aimé aveuglément? Ces mots me rongeaient. Mais je les repoussais, alimentant le feu avec de nouveaux plans. J'avais commencé à documenter tout, un journal intime numérique. Des enregistrements de nos disputes. Des photos d'elle dans ses moments de faiblesse. Pas pour la police non, mais pour un livre. Peut-être. Ou un film. Paris adore les tragédies domestiques, regardez Houellebecq. Qui vend du désespoir en best-seller. Élise, sentant le filet se resserrer, tenta la fuite. Un matin, je la trouvai en train de faire sa valise. Les yeux rougis par le manque de sommeil. Je pars. Marc. Chez Camille. Je ne peux plus supporter ça. Je bloquai la porte. Pas avec violence, mais avec une présence massive. Celle d'un mari trahi devenu geôlier. Tu pars? Et où iras-tu? Ma chérie? Sans argent? Sans amis? Avec ton nom sali dans le milieu? Laurent est mort, qui te voudra maintenant? Elle s'effondra en pleurs. Et je la serrai contre moi, murmurant des mots doux qui sonnaient faux même à mes oreilles. C'était la victoire. Amère comme le café noir des matins solitaires. Camille, de son côté, craqua sous la pression. Elle m'appela un soir. Voix chevrotante, je ne peux plus mentir. Marc. Élise sait que c'est toi qui m'as forcé. Elle veut divorcer. Porter plainte pour harcèlement. Parfait. Le divorce fut rapide. Une procédure à la française, avocat en costume sombre. Audience au tribunal de la rue de la Cité où les juges, las de tant de cœurs brisés, accordent la liberté comme un pansement sur une plaie gangrénée. Élise partit avec une pension misérable. Juste assez pour survivre dans un studio exigu de Belleville. Entourée d'immigrants et de rêves avortés. Seule dans sa nouvelle vie. Elle sombra. J'appris par des connaissances communes qu'elle dealait de la coque pour joindre les bouts. Fréquentant les bars louches de Pigalle où les âmes se vendent aux plus offrants. Camille, rongée par la honte, émigra à Lyon, reprenant le flambeau familial de la ruine. Et moi? La tour fut inaugurée sous un ciel bleu. Les flashs des photographes illuminant mon sourire triomphant. Mais la nuit, seul dans l'appartement trop grand, je fixais le plafond, écoutant l'écho de ces mots, après tout ce qui s'est passé. La vengeance est une cathédrale gothique, belle de loin, mais labyrinthique. Piégée de gargouilles qui vous dévorent l'âme. J'avais gagné. Mais à quel prix? Paris. Cette putain éternelle m'offrait ses lumières, mais refusait de guérir les ombres intérieures. Les mois post-divorce s'étirèrent comme une gueule de loup. Avide et sombre malgré le printemps qui fleurissait les Champs-Élysées en un carnaval de pétales roses. Mon agence prospérait, la tour dans le 13e devint un landmark. Un doigt d'acier tendu vers les nuages. Symbole de ma résurrection professionnelle. Les invitations affluaient, dîner chez l'ami Louis. Ouer les steaks frites dégoulinent de beurre comme des larmes refoulées. Vernissage ou les critiques d'art. Ces vampires en lunettes sucent le sang des ambitions. Je naviguais ce monde avec une aisance nouvelle. Un homme refait. Endurci par le feu de la trahison. Mais Élise hantait les marges de ma vision. Un spectre que Paris, avec sa mémoire collective, refusait d'oublier. Un soir, lors d'une soirée au centre Pompidou, je la vis, maigre, les cheveux teints en blond décoloré. Un verre de gin à la main.
riant trop fort avec un galeriste bedonnant. Nos regards se croisèrent. Et le temps se figea à un instant baudelairien, chargé d'ironie et de poison. Elle s'approcha, titubante. Son parfum bon marché agressant mes narines comme un reproche. Marc, tu rayonnes. Sa voix était un fil tendu, prêt à rompre. Je souris. Levant mon flûte de champagne, et toi? Tu survis. À la santé des ruines. Nous parlâmes. Ou plutôt. Elle déversa, sa vie en lambeaux. Les nuits blanches à 10 heures dans les ruelles de Barbès. Les amants éphémères qui la laissaient plus vide qu'avant. Tu m'as détruite. Marc. Mais je mérite ça. N'est-ce pas? Je hochai la tête. Impassible, oui. Et maintenant? Vis avec. Elle toucha mon bras. Un geste suppliant, et si on recommençait? Pas comme avant. Mais différemment. La tentation me traversa. Fugace comme un éclair sur la verrière du Pompidou. Mais je la repoussai. La vengeance n'est pas un cycle, c'est une ligne droite vers le néant. De retour chez moi. L'appartement vide résonnait d'absence. Je m'étais mis à collectionner des objets et des montres anciennes. Des livres reliés sur l'architecture baroque. Des bouteilles de cognac millésimées pour combler le vide. Mais ils n'étaient que des prothèses pour un cœur amputé. Mon thérapeute. Ce Sigmund viennois transplanté à Paris. Insistait, vous intellectualisez votre douleur. Monsieur Lefebvre. Laissez-la couler. Couler? Comme la Seine polluée par les secrets des amants? Non. Je la canalisais en art, j'écrivis un roman. Anonyme. Inspiré de notre histoire. Les serments brisés. Un thriller psychologique où l'architecte vengeur démolit l'âme de sa muse infidèle. Publié chez Gallimard. Il grimpa dans les listes du Figaro littéraire. Acclamé pour sa profondeur proustienne mêlée de polar noir. Les royalties affluaient. Ironie suprême, l'argent de sa trahison finançait ma gloire. Mais la célébrité attire les fantômes. Camille m'écrivit depuis Lyon. Une lettre manuscrite sur papier pelure. Odeur de lavande fanée, Marc. Élise est en bas. Elle touche le fond. Viens. S'il te plaît. Pour l'humanité qui reste en toi. L'humanité? J'en avais enterré le cadavre sous les fondations de ma tour. Pourtant. Un week-end. Je pris le TGV. Ces trains fusées qui filent à travers la Bourgogne comme des regrets pressés. Lyon. Cette sœur cadette de Paris. Avec ses traboules sombres et son Rhône boueux. M'accueillit sous une pluie fine. Un crachin qui collait aux os. Camille m'attendait à la gare Pardieu. Vieillie avant l'âge. Ses tatouages pâlis comme des souvenirs effacés. Elle vit dans un squat près de la Guillotière. Deal. Pute. Drogue, tout ce qu'on déteste. Nous marchâmes. Le bruit des pas sur les pavés écho de notre complicité maudite. Le squat était un immeuble en ruine. Graffitié de tags anarchistes. Puant l'urine et le désespoir. Élise était là. Recroquevillée sur un matelas souillé. Les yeux injectés de sang. Un joint entre les doigts tremblants. Marc, son murmure fut un coup de poignard. Elle se redressa. Pathétique dans un pull trop grand. Les cheveux emmêlés comme un nid d'oiseau mort. Nous parlâmes, ou plutôt. Elle supplia. Un flot de mots incohérents, regret. Excuse. Promesse de thérapie. J'ai lu ton livre. C'est moi. N'est-ce pas? La muse damnée.
Je hochai la tête, oui. Et toi? Tu es la leçon que Paris enseigne, l'amour est une drogue plus dure que l'héroïne. Camille intervint. Larmes aux yeux, aide-la. Marc. Ou au moins. Pardonne. Pardonner? Le mot sonnait faux. Comme un accord dissonant dans une sonate de forêt. Je la laissai là. Lui glissant un chèque pas par pitié. Mais pour prolonger sa survie misérable. Pour qu'elle sache que je contrôlais encore son destin. De retour à Paris. Le TGV filant dans la nuit. Je sentis le poids, la vengeance n'était pas finie, elle mutait. Devenant une addiction à moi-même. Mon éditeur me proposa une adaptation ciné, un réalisateur de la nouvelle vague revisitée. Avec des plans en noir et blanc sur la scène nocturne. Voulait incarner l'architecte. J'acceptais. Me voyant déjà sur le tapis rouge de Cannes. Acclamé pour avoir sublimé la douleur. Mais les nuits s'allongeaient. Hanté par des rêves où Élise accouchait d'un enfant monstrueux. Mi-ange mi-démon. Qui me fixait de ses yeux verts accusateurs. Je bus plus. Ces whisky single malt écossais qui brûlent la gorge comme des vérités refoulées. Une nouvelle femme entra en scène, Sophie. Une journaliste au Monde. Aux cheveux courts et au regard perçant. Qui interviewa pour le livre. Votre protagoniste est impitoyable. Est-ce autobiographique? Demanda-t-elle autour d'un café aux fleurs. Je mentis. Charmante, fiction pure. Mademoiselle. Paris inspire les monstres. Mais elle vit claire. Et notre liaison commença au des nuits volées dans son loft de Montparnasse. Où nos corps se battaient pour exorciser les fantômes. Sophie était l'antithèse d'Élise, directe. Sans phare. Une bretonne au franc-parler qui disséquait les non-dits comme un scalpel. Tu portes ta vengeance comme une armure. Marc. Elle te protège. Mais t'étouffe. Ces mots me touchaient. Mais je résistais. La utilisant comme un pansement sur une plaie ouverte. Pourtant. Elle persistait. Me traînant à des expos d'art contemporain au palais de Tokyo. Où les installations hurlantes de douleur miroirent ma propre tourmente. L'art guérit. Marc. Laisse-le entrer. Un jour, une lettre arriva, Élise. Sortie du squat. En rehab payé par mon chèque. Merci. Je me bats. Pour un jour. Peut-être. Te regarder sans haine. La haine? Elle était mon oxygène. Je la jetai au feu. Regardant les flammes danser comme des danseuses du Moulin Rouge. Mais Sophie lut en moi, tu vas la voir? Je refusai. Mais intérieurement, le doute germait une fissure dans ma cathédrale de rage. Le film se tourna, des semaines de chaos créatif. Où l'acteur principal, un beau gosse du conservatoire, incarnait mon double avec une intensité qui me glaçait. Lors d'une projection privée au MK2. Je vis ma vie projetée sur l'écran, les murmures dans la cuisine. La vengeance méthodique. Le vide final. Les applaudissements crépitèrent. Mais Sophie murmura, c'est beau. Mais triste. Et si la vraie histoire était le pardon? Pardon. Ce mot revenait. Lancinant comme une migraine. Camille appela, Élise sort la semaine prochaine. Elle veut te voir. Je raccrochai. Mais le poison circulait. Paris. Avec ses ponts chargés de cadenas d'amour brisés. Me narguait. Étais-je l'architecte ou la ruine? L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Un suaire humide qui collait les chemises au torse et faisait suer les secrets les plus enfouis. Mon film.
Les serments brisés. Cartonné au festival, prix du jury à Deauville. Critiques élogieuses dans Télérama pour sa « dissection impitoyable de l'âme française post-MeToo ». J'étais le chouchou des médias. Interviewé sur France Inter par des voix nasillardes qui disséquaient ma « muse vengeresse ». Sophie. À mes côtés. Rayonnait ou du moins. Feignait le haut lors des premières. Sa main dans la mienne un ancrage précaire contre le tourbillon. Mais Élise revenait. Inexorable comme la marée de la Manche. Sa sortie de rehab coïncida avec la canicule, Camille m'envoya une photo, Élise. Rasée de près. Les joues creusées mais les yeux clairs. Un sourire timide devant un café lyonnais. Elle change? Marc. Vraiment. Changer? Les gens ne changent pas, ils enfilent des masques plus sophistiqués. Pourtant. Une partie de moi oscille par faible. Hérité de l'éducation catholique de mon enfance à Versailles où murmurait le pardon comme un psaume oublié. Sophie pressait, va la voir. Clôture ce chapitre. Où il te hantera éternellement. Nos nuits s'étaient tendues, elle sentait l'ombre d'Élise planer. Un fantôme jaloux qui sabotait nos étreintes. Tu l'aimes encore. Avoue-le. Où tu es l'idée de l'avoir aimé? Haine ou amour? En France? Les frontières sont floues. Comme ces vins rosés de Provence qui mêlent douceur et acidité. Je cédais. Bouquant un billet pour Lyon. Prétextant un repérage pour un nouveau projet ou une librairie souterraine. Symbole de vérités enfouies. La descente du TGV fut un voyage dans le temps, Lyon. Inchangé. Ces bouchons bouchant les quais comme des regrets coagulés. Camille m'attendait. Plus stable. Un job de serveuse dans un bistrot de la presqu'île. Ses tatouages cachés sous des manches longues. Elle est nerveuse. Ne la blesse pas plus. Nous marchâmes vers un parc ombragé le long du Rhône. Où les platanes laissaient filtrer une lumière zébrée. Comme des barreaux de prison dorés. Élise était là. Sur un banc. Un livre sur les genoux ou un recueil de poèmes de Verlaine. Ironie cruelle pour une âme brisée. Elle se leva. Hésitante. Et nous nous embrassâmes sur les joues, le rituel français. Froid comme un contrat social. Tu as maigri. Dis-je. Banalité qui masquait le chaos. Toi. Tu as réussi. Le film c'est magnifique. Et terrifiant. Sa voix tremblait. Mais tenait. Forgée par des mois de thérapie de groupe et de pilules qui recalibraient l'âme. Nous parlâmes, pas de cris. Mais un dialogue lent. Comme un tango argentin dans un bal musette. Elle avoua les abysses, les overdoses frôlées. Les nuits à vendre son corps pour un fixe. La culpabilité qui la rongeait comme un cancer. J'étais vide. Marc. Laurent était une drogue. Pas un amour. Toi tu étais la maison que j'ai incendiée. Je l'écoutais. Et pour la première fois. La rage se fissura. Pas de pardon immédiat, oh non. Ce serait trop facile. Trop hollywoodien pour un Français, mais une reconnaissance, nous étions deux monstres sculptés par le même ciseau. Paris. Et l'enfant, demandai-je. La voix rauque. Elle pâlit, je le pleure encore. Chaque jour. C'était nôtre. En un sens. J'ai tué une partie de nous. Les larmes coulèrent. Et je ne les essuyais pas, je les laissais couler. Un baptême tardif. Camille nous rejoignit. Formant un triangle bancal sous les platanes. Elle parla de sa propre guérison. Des réunions anonymes où les âmes se confessent comme des catholiques au confessionnal. On pourrait recommencer? Pas comme couple.
mais comme humain. L'idée me rebuta. Mais une graine germa, peut-être que la vengeance était une prison dont j'étais le geôlier. Nous dînâmes dans un bouchon. Ces tavernes lyonnaises où les saucisses et les quenelles baignent dans une sauce riche comme les regrets. Le vin coula. Rouge comme du sang versé. Et pour une heure, nous rîmes un rire fragile. Mais vrai. Écho d'une vie antérieure. De retour à Paris. Sophie m'attendait. Suspicieuse. Alors, je lui racontai. Sans omettre les ombres. Elle hocha la tête, bien. Maintenant. Vice. Notre relation s'approfondit, elle m'emmena en Bretagne. Sur les falaises battues par l'Atlantique, où le vent hurle les secrets de l'océan. Là, sous un ciel d'ardoise, nous fîmes l'amour dans une ferme isolée. Nos corps libérés des chaînes parisiennes. Je t'aime, Marc. Mais sans armure. Ces mots étaient un défi. Et je le relevai. Petit à petit. En rangeant mes bouteilles. En consultant mon thérapeute sans mensonge. Pourtant. Le passé mordait. Une critique du film. Dans Le Monde? Signé par un pseudonyme, Lefebvre transforme sa trahison en chef-d'œuvre. Mais au prix de l'humanité de sa muse. Fiction ou confession? Sophie rit, ils te connaissent. Mais Élise? Elle m'écrivit, merci pour Lyon. Je reprends des études d'art-thérapie. Pour guérir les autres et moi. Guérir. Le mot me hantait. Je répondis. Laconique, bonne chance. Mon nouveau projet décolla, la librairie souterraine. Creusée sous la place des Vosges. Un dédale de rayonnage où les livres murmurent comme des confidents. L'inauguration fut un événement, mère. Intellectuel. Une foule qui buvait du champagne en débattant de résilience. Sophie était à mon bras. Élise absente mais Camille envoya une carte, fière de toi. Elle l'est aussi. La nuit. Cependant. Les rêves persistaient, la veille du mariage. Le revolver imaginaire. L'enfant spectral. Étais-je guéri? Non. Mais en voie. Paris. Cette psychanalyste impitoyable m'enseignait que la vengeance est un chapitre. Pas l'épilogue. L'automne revint. Drapant Paris d'un manteau ocre. Feuilles mortes crissant sous les semelles comme des non-dits écrasés. La librairie souterraine devint un sanctuaire. Un antre où les Parisiens fuyant la surface venaient puiser des vérités en format poche. Je supervisais les lectures publiques. Ces soirées où auteurs et public disséquaient l'âme humaine autour de verres de cidre normand. Sophie. Promue chroniqueuse culturelle. Y brillait. Sa plume aiguisée taillant des recensions qui me flattaient sans complaisance, Lefebvre bâtit des mondes sous terre. Comme pour enterrer ses démons. Notre vie s'installait en rythme binaire, jour de travail frénétique. Nuit d'intimité volée. Elle m'apprit la vulnérabilité. Cette faiblesse française glorifiée par les existentialistes Sartre et Beauvoir se disputant dans les cafés enfumés. Parle-moi de l'enfant. Marc. Pas comme un fantôme. Mais comme une perte. Un soir. Devant un feu de cheminée dans son loft. Je le fis, les espoirs enfouis. La rage de l'inconnu. Le vide que la trahison avait creusé plus profond. Elle écouta. Sans jugement. Sa main sur mon cœur battant la chamade. Élise. De son côté. Refaisait surface par bribes. Des posts sur Instagram au compte anonyme. Mais reconnaissable à ses yeux verts montraient des ateliers d'art-thérapie à Lyon, mains peintes de couleurs vives. Visage tourmenté s'apaisant sous le pinceau.
Camille m'informa, elle expose bientôt. Des toiles sur la trahison. L'avortement. Cathartique. Cathartique? J'envoyais une fleur. Une rose noire séchée. Symbole ambigu de pardon ou de deuil. Sa réponse, un merci laconique. Suivi d'une invitation vernissage. J'y allais seul. Laissant Sophie à ses deadlines. Le trajet en TGV fut une méditation forcée. Paysages défilant comme des souvenirs flous. La galerie lyonnaise. Nichée dans un ancien entrepôt des soieries. Bourdonnée d'une foule éparse, étudiant en beaux-arts. Thérapeute New Age. Curieux du local. Élise. En robe simple noire. Circulait comme une hôtesse en thé. Son sourire poli masquant les cicatrices. Nos yeux se croisèrent, elle s'approcha. Un verre de blanc à la main. Tu es venu. L'étoile était brutale, abstraction tourmentée où le rouge s'en dominait. Forme évoquant des utérus déchirés. Des alliances brisées. C'est nous? Murmura-t-elle devant une pièce centrale. Un diptyque où un homme en smoking noie une femme en blanc dans une scène abstraite. Pas tout à fait. Répondis-je. C'est ta guérison. La mienne attend. Nous parlâmes des heures. Ignorant la foule. Un dialogue qui cicatrisait sans guérir. Elle avait un amant. Un prof d'université calme. Sans éclat, pas d'amour fou. Juste de la paix. Je hochai la tête, c'est plus que ce qu'on avait. Camille nous rejoignit. Un verre de rosé à la main. Et pour un instant. Nous formâmes un trio improbable. Riant de nos ruines communes. À la France? Trinquâmes-nous. Terre de passion qui tue. De retour à Paris. Je racontai tout à Sophie. Qui embrassa mon front, tu avances. Notre amour s'épanouissait. Fertile comme un jardin de la Moncloa en mai, projet commun. Un voyage à Rome où les fontaines chantaient des vœux plus vrais que les nôtres d'antan. Mais le destin. Ce farceur gaulois. Intervint. Une nuit. Mon téléphone sonna, Camille. Hystérique. Élise accident. Elle a glissé sur le quai du métro. Coma. Paris-Lyon en urgence. Cœur cognant comme un piston détraqué. À l'hôpital. L'odeur d'antiseptique me ramena à l'avortement imaginaire. À la clinique fantôme. Élise gisait. Tubulée. Pâle comme un marbre de Carrare. Machine bipant un requiem électronique. Camille veillait. Effondrée, elle rentrait d'un atelier. Ivre. Peut-être. Ou juste fatiguée. Les jours se muèrent en veille. Un purgatoire blanc où le temps s'étirait comme du chewing-gum. Je tins sa main. Froide. Murmurant des mots inaudibles, regrets. Pardons avortés. L'ombre de l'enfant. Sophie vola à mes côtés. Solide comme un chêne breton. Gérant les appels. Les cafés tièdes. Elle va s'en sortir, affirma-t-elle. Mais la peur rôdait. Cette grande faucheuse qui moissonne les non-dits. Le réveil fut lent. Laborieux, yeux papillotants. Voix rauque demandant de l'eau. Marc. Son premier mot fut mon nom. Un fil tendu entre nous. Les médecins parlèrent de miracles aux commotions. Hématome. Mais pas de séquelles durables. Elle resta hospitalisée. Et je vins quotidiennement. Un rituel de rédemption forcée. Nous parlâmes de tout, l'enfance à Lyon. Le père suicidé. Les ambitions d'Élise étouffées par la peur. J'étais lâche.
avoua-t-elle. Toi. Tu as été mon miroir. Cruel, mais nécessaire. Camille guérit en parallèle. Son job stabilisé. Un petit ami solide. Elle nous réunit pour des promenades au bord du Rhône, où l'eau charriait les feuilles mortes comme des péchés absous. Sophie rencontra Élise. Un déjeuner tendu mais civilisé, merci de l'avoir sauvée. D'une certaine façon. Élise rit. Faible, et toi? De l'avoir aimé après. Mon livre connut une suite, Les ruines reconstruites. Un récit de résilience où l'architecte pardonne. Bâti sur les décombres. Pas autobiographique encore mais proche. Paris applaudit. Indifférente au drame personnel. Ces boulevards éternels avalant les histoires comme la Seine les amours naufragés. Pourtant. La nuit du Nouvel An. Sous les feux d'artifice de la Tour Eiffel. Sophie murmura, et nous? Je la serrai, nous. C'est le présent. Pas de serment brisé. Élise. Depuis Lyon. Envoya un texto, bonne année. À la vie. L'hiver 2027 s'installa. Un manteau de givre sur Paris qui craquelait les façades haussmanniennes comme des cœurs gelés. La librairie souterraine devint un havre hivernal. Ses rayonnages éclairés de guirlandes LED diffusant une chaleur factice contre le froid mordant. Je signais des livres lors de veillées littéraires. Entouré de lecteurs emmitouflés qui cherchaient dans mes mots un antidote à la solitude citadine. Sophie, enceinte de 4 mois, rayonnait d'une lumière intérieure qui éclipsait les néons blafards notre enfant. Ce miracle inattendu. Un baume sur les plaies anciennes. Élise sortit de l'hôpital en janvier. Marchant avec une canne. Un pas hésitant qui rappelait nos premiers rendez-vous maladroits. Elle s'installa à Paris. Un studio modeste près de la butte Chaumont. Reprenant des cours du soir en art-thérapie. Nos rencontres étaient sporadiques, café au comptoir général. Où les effluves de thé à la menthe masquaient les relents de regret. Je peins à nouveau. Me dit-elle un jour. Montrant des esquisses sur son téléphone ou des mandalas fracturés. Symbole de chaos recomposé. Et toi? Le bébé? Je souris. Touchant mon ventre par procuration, une fille. Nous l'appellerons Louise. Comme ma grand-mère. Camille visita. Lyon derrière elle. Un job de graphiste freelance la liant à la capitale. Elle et Élise se réconciliaient. Sœurs unies par le feu traversé. Des dîners chez l'une ou l'autre où le vin coulait sans excès. Les rires naissant comme des pousses printanières. Une fois. Elle me confia, tu nous as sauvés. Marc. En nous forçant à regarder le monstre en nous. Sauver? Le mot pesait. Mais je l'acceptais. Comme un architecte accepte les fissures dans une fondation, elle renforce. Si on les comble bien. Le film eut sa sortie nationale. Une première au Grand Rex où les flashs crépitaient comme des mitraillettes. Sophie, ventre arrondi sous une robe empire, posa à mon bras, Élise était là. Au fond de la salle, applaudissant poliment. Après. Champagne au Coste. Où les people parisiens se congratulaient en un balai d'ego. À la fiction qui guérit. Trinquet jeu. Et Élise. Croisant mon regard. Leva son verre, à la vérité qui libère. La naissance de Louise fut un printemps explosif, 21 mars. Jour de l'équinoxe. Dans une clinique du 16e arrondissement où les sages-femmes françaises, pragmatiques et tendres, guidèrent Sophie vers la délivrance. Je tins sa main. Suant plus qu'elle. Et quand le cri perça l'air stérile, un soleil intérieur inonda la pièce. Louise. Minuscule.
Aux yeux gris comme la Seine au crépuscule. Fut mon encre preuve que la vie renaît des cendres. Impitoyable et belle. Élise vint à la maternité. Un bouquet de marguerites à la main en fleurs simples. Françaises dans leur humilité. Elle est parfaite? Murmura-t-elle. Touchant la menotte du bébé. Pas de jalousie. Juste une paix acquise à la sueur de la douleur. Nous parlâmes dehors. Sous un cerisier en fleurs, l'enfant le nôtre. Je l'ai pleuré pour nous deux. Je hochai la tête, et maintenant. Vie pour les vivants. Les saisons tournèrent, été sur la côte d'Azur. Où Sophie et moi baptisâmes Louise dans une chapelle azuréenne. Élise et Camille invitées comme tantes d'honneur. Automne a ramassé les châtaignes dans le bois de Vincennes. Rires enfantins échos de guérison. Hiver. Veillé au coin du feu. Où je lisais des contes à Louise. Sa tête blonde sur mon épaule. Mon dernier livre. Cathédrales intérieures. Clôtura le cycle, un manifeste architectural sur la reconstruction de l'âme. Dédié à ceux qui ont brisé et rebâti. Il se vendit modestement. Mais toucha des lettres de lecteurs trahis. De vengeurs repentis. Sophie lança un podcast sur la résilience féminine. Élise y intervenant anonymement. Sa voix rauque un témoignage brut. Un soir d'été. 5 ans après la veille maudite. Nous nous réunîmes tous au mois. Sophie. Louise trottinant. Élise avec son prof calme. Camille et son partenaire sur une terrasse surplombant la Seine. Les lumières de Paris dansaient. Indifférentes au drame passé. À la nuit avant les serments. Trinquâmes-nous. Et le rire fut franc. Libérateur. La vengeance? Un chapitre refermé. Une tour démolie pour laisser place à un jardin. Paris. Éternel. Nous avait enseigné, l'amour n'est pas un serment, mais un acte quotidien. Forgé dans le feu et la pluie. Et moi. Architecte de vie. Je bâtissais enfin sur du roc.